Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Quelques paroles. De quelle chanson, dites-moi? Carole voulait choisir. Que tu reviennes Ouais, pourquoi pas, voilà. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu des jours et des semaines.
des mois, peut-être plus. Autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Messieurs, dames, bonjour à tous. Un petit Patrick Fiori pour commencer. Ça fait toujours du plaisir avec cette séquence historique. Voilà, quand il pousse la chansonnette, c'est que du plaisir, les amis. Et c'est vrai qu'on trouve une autre signification d'ailleurs à cette séquence avec Antoine Dupont. Ah, il faut qu'il nous revienne. Il faut qu'il nous revienne parce que là, on a des problèmes. On va en parler, mais avant toute chose, bonjour à tous les copains. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, voilà, que vous avez la banane, que le week-end a été bon, les amis, voilà, c'est le plus important. Alors, on va crever l'abcès tout de suite. Oui, le 15 de France a perdu, mais ça va, on va pas se tirer une balle. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, en attendant, hier, j'ai mangé du poulet frit, j'étais content comme tout. Faut revenir à des joies essentielles. Quelque part, le ballon ovale, qu'il aille se faire cuire le cul. Tant que j'ai de l'appétit et que je peux picoler, on est pas mal, tu vois. Donc, il faut bricoler avec ce genre de choses. Donc, voilà les amis. J'espère que vous, ça va, que vous êtes au taquet. Est-ce que le week-end a été bon? Dites-moi, est-ce qu'il a fait bon par chez vous? Est-ce qu'il a fait beau? Qu'est-ce que vous avez fait de sympatoche ce week-end? Voilà, c'est tout. Parce que c'est lundi, on a des choses à se dire. Avec un programme, aujourd'hui, vous l'aurez deviné, hein. Transhumanisme et nazisme. Ah, j'ai pas trouvé plus explosif pour commencer la semaine, vraiment, j'avais pas plus. Sinon, c'était vasectomie et Affida Turner. Donc, tu vois, j'ai pris de plus soft, quand même, un petit peu plus soft. Donc voilà les copains. Un joli programme qui nous attend. On va parler donc de tout ça. On va parler un petit peu de Marion Maréchal. Ouais, pareil. Alors, c'est pas dans la partie nazisme, non, parce que je les vois, les lecteurs de Libération, souvent qui font la confusion. Non, c'est pas pareil. Voilà les amis. Je prends les petits messages dans le chat, hein. Grand-Duc qui nous dit excellent week-end, tu peux nous casser le moral avec l'actu. Ah non, attends, on est là pour déconner, camarades. On a quoi d'autre? Il a fait beau ce week-end, cool pour moi, nous dit Isabelle Lagrande. J'ai ragé sur Galtier ce week-end, nous dit Alex Gillian. Red Gab dirait dit Rémi, tu es dans le déni et tu te replies dans le gras. C'est vrai, il y a sûrement un petit peu de ça. Tout va bien, le Stade Toulousain a gagné pour le Prince du Lac. Ouais, mais alors ça me fait mal au cœur. Il a été énorme, l'autre, contre des pompes, là. Enfin non, c'est pas le sujet, voilà. Non, mais on va parler tout de suite du rugby, comme ça c'est plié, et puis on passe à autre chose. Mais la France a perdu. Putain. Pour une fois que j'ai un bon prono sportif, faut que ce soit le jour où on prend une latte, quoi. C'est quand même extraordinaire. Putain, j'ai faux toute l'année. Le jour où on prend une branlée, je suis dans le bon, tu vois. C'est quand même extraordinaire. Alors, pas exactement au score. J'avais dit 43-10. Tu me diras, on n'est pas loin. On est vraiment pas loin du score, hein, parce que putain... je l'ai mauvaise. Hein. Enfin, je l'ai mauvaise, oui et non. 38-17, on a perdu. Tu vois, j'étais pas très loin, hein. Mais non, mais pour la faire courte, hein, pour essayer de suivre, alors que ceux qui aiment pas, on va faire avec, tu vois. Mais France-Irlande, j'avais vraiment peur qu'on ne se rende pas compte du coup de tonnerre qu'avait été l'élimination à la Coupe du Monde et que c'était un vrai coup de bambou alors que tout était réuni pour qu'on gagne. Jackpot, hein, ça a vraiment été ça. À aucun moment du match, tu as senti qu'on pouvait faire quelque chose. On a pris une branlée d'entrée de jeu avec ce génie de Paul Villemc, alors que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs, mais on a un joueur qui fait un plaquage à la tête. Normalement, c'est carton rouge au rugby. Selon les conditions, tu peux avoir des facteurs aggravants ou l'inverse ou quoi, tu vois. Là, le carton est jaune-orangé, hein. C'est-à-dire que le mec sort 10 minutes, mais s'il prend rouge direct, c'est pas du tout scandaleux. Il revient et il met la même 5 minutes après, mais sans aucun problème, si tu veux. Et donc voilà, forcément, il prend rouge, donc tu es à 14 à partir de la 35e ou 38e, je sais plus. Moi, je veux pas entendre l'histoire. Il y a Bayer 92 qui dit ça dans le chat. On parle un peu rugby, puis après on passe dans le dur, vous inquiétez pas. Je veux pas entendre les histoires de oui, il y a beaucoup d'absents pour l'équipe de France. Chez les Irlandais, ils ont plus Sexton, il manquait McHansen, il leur en manquait 2 autres qui sont dans le 15 titulaire. Et voilà, on est en train de comprendre exactement, on est en train de comprendre la différence entre la France et l'Irlande. Alors, faut pas tirer de conclusion. On verra. Autant c'était juste un mauvais match, comme ça peut arriver parfois, et on va se reprendre contre l'Irlande. Mais il va falloir envoyer fort parce que l'Irlande à Édimbourg, ça va être compliqué. Soit on a effectivement un vrai problème structurel où on voit que l'Irlande a un projet de jeu et vous pouvez mettre un moins de 16 Irlandais, un mec qui est en centre de formation, il jouera de la même manière. Et c'est impressionnant, le banc irlandais, au-delà du fait qu'ils aient des beaux joueurs, les mecs, tu les changes,
c'est pareil, le fond de jeu c'est le même, ça continue, ça bricole. Nous, tu changes, t'arrives avec, je sais pas, tu mets Lucu qui a été nul ce match-là, faut le dire, il a été bidon. C'est un super joueur, il fait un super début de saison avec Bordeaux, mais il a été nul. La charnière Lucu-Jalibert, c'était voilà, c'est gros mythes, il y a rien qu'à aller. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et donc le problème, c'est que tu sens que des individualités, on mise beaucoup sur les individualités, sur le coup de génie des individualités pour qu'ils vont réussir des choses, mais le fond de jeu, t'as pas l'impression que ce soit super structuré. À la Coupe du Monde, on commençait déjà à se poser la question. Quand tu as une équipe en face qui nous prend sur nos points faibles, c'est-à-dire les ballons hauts, par exemple, comme a fait l'Afrique du Sud, les Irlandais nous ont pris, on leur avait promis du combat, finalement ils ont joué beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attendait. Enfin bref, on n'est pas capable de s'adapter et tu sens qu'on est perdu. Donc bon, on va pas passer 3 heures pour l'instant sur ce match. On verra contre l'Irlande samedi prochain, contre l'Écosse samedi prochain à 15h15. Mais bon, voilà, on verra. On tirera des conclusions après le deuxième match. Pour l'instant, ça sert à rien. Je réponds à Cook54, fidèle parmi les fidèles que j'embrasse évidemment, qui dit. T'en bouge pas parce que oui, ça c'est le drama du week-end. J'en ai entendu parler. Tout le monde va se détendre. T'as répondu à Pipo TV. Nous sommes nombreux à se poser la question, camarade. Mais effectivement, il y a le camarade Pipo TV, journal parodie qu'on connaît, qu'on embrasse, qui a dit dans sa vidéo, qu'il a dit sans le dire. Je sais pas si c'est une vanne, si c'est premier degré, si c'est un reproche, j'en sais rien. Moi, je suis humaniste. Donc voilà, mais qui a dit avec le faux de l'info. Donc c'est qu'un format que je fais pour une autre chaîne qui s'appelle Antithèse, tu vois. Donc ils viennent me voir et on a fait ça ensemble et c'est rigolo, tu vois. On fait une parodie de journal TV. Et Pipo TV à un moment donné s'est dit tiens, est-ce que c'est pas exactement pareil, tu vois. Alors, bon, en reconnaissant lui-même que le format de toute façon est pas original, tu vois. Et parce que dans le générique il a vu qu'il y avait le mot pipo. Le problème, c'est que c'est comme quand tu utilises l'expression juste milieu, tu vois. Tu fais pas référence forcément à moi. À un moment donné, le monde est plus vaste que nos museaux, tu vois. Et donc, oui, il y a des ressemblances. Évidemment, il y a des ressemblances dans l'aspect parodie journalistique. Sachant que c'est un format qui appelle à évoluer. On tourne seulement la 3e édition ce soir. Donc, si tu veux, j'ai vu ça et j'ai commencé à avoir des commentaires de gens qui disent ouais, t'as tout volé, c'est scandaleux. J'ai dit attention. Surtout que bon, j'ai l'impression que c'est de la vanne. Le camarade Pipo TV, en plus, on se connaît, fort sympatoche, il n'y a aucun problème. Au contraire, tu vois. Au contraire. Et donc voilà. C'est pour ça que j'en parle. Je suis content, comme tout, clarifier la chose. Puis si ça peut lui filer un coup de pouce, ça ramène du monde, c'est toujours bonnard. Mais tu vois, j'ai des gens qui m'ont dit ouais, mais toi aussi, tu as des lunettes. Oui, mais j'ai vraiment des lunettes, en fait, dans la vie. C'est-à-dire que actuellement, j'ai des lentilles. Donc si on en a à comparer ça, moi je veux bien, mais au quotidien, dans ce cas-là, je parodie Pipo TV. Donc le soir, je dors. Peut-être comme Pipo TV d'ailleurs. Donc là, ça devient compliqué. Donc tu vois, attention, pas de drama sur YouTube. J'imagine que c'est pas du tout l'intention du camarade, mais voilà, non, pas de drama inutile, les copains. Tu vois, si on commence à se tirer entre les pattes sur des trucs comme ça, faut se détendre. Faut se détendre parce que le format assis à parler d'actu, on est beaucoup. Alors qui l'a fait premier? Jésus-Christ, Ponce Pilate, ça je sais pas. Mais voilà, surtout pas de drama. J'ai eu des commentaires un peu vénères. Hein. J'ai eu des commentaires, c'est le jeu, tu vois, je peux comprendre. Mais là, on tombe dans des guerres de clochers qui ressemblent aux guerres politiques, tu vois. Ouais, t'as fait comme machin, l'extrême droite, c'était le programme de Zemmour, non, c'est celui de je sais pas quoi, non. Faut faire attention. Donc non, voilà, gros bonjour, gros bisous aux camarades Pipo TV, évidemment. Maintenant, voilà, voilà, j'ai vu la vidéo hier, j'ai vu des retours, je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Alors que les choses soient claires. Enfin, y a pas de. Enfin, puis j'ai pas très compris, honnêtement, l'histoire, surtout les commentaires qui retombaient de ça, parce que puis l'intention de plagiat, si tu veux. C'est un peu délicat sur un format, et comme il le dit lui-même, qui n'est pas original, tu vois. Donc, non, je peux comprendre hein, la méprise. Et voilà, et ça va évoluer, vous inquiétez pas. De toute façon, le faux de l'info, on avait prévu déjà de faire évoluer la chose. Mais je pense qu'il y a, tu vois, par exemple, on va changer le plateau où on va tourner normalement, et il y a d'autres gens qui vont me dire, ouais, mais là, t'es debout. Alors, je serai pas emmerdé par Stephen Hawking, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est... Voilà, c'est important. Donc c'est pour ça, non, je le dis. Voilà, gros bisous à Pipo TV. Et puis voilà, allez voir sa chaîne, c'est sympa comme tout. On rigole. Et puis après, il y a les questions, effectivement, et ça, c'est intéressant dans l'exercice. Des gens qui disent, oui, il le fait mieux. Ça, naturellement, évidemment. Non, mais ça, après, là, on est dans les goûts et les couleurs. Hein, tu vois, et évidemment, tu vois, il n'y a absolument aucun souci. Mais c'est vrai que, non, j'ai vu ces trucs-là, je dis, merde. Tu vois, si ça se tire entre les pattes, t'en peux plus. Non, on se détend.
On se détend. Tout va bien, vous inquiétez pas. Donc voilà un petit peu les amis, que les choses soient claires. Et pour te répondre, Coupe 54, il n'y a absolument aucun souci. Et Marcel The Rock, il explique qu'il plagie un peu aussi. Non mais si tu veux, sur cette question-là et plus largement, fut un temps, de plus en plus, beaucoup de gens m'étaient tombés dessus sur la parodie Dieudonné, que je reprenais les intonations de Dieudonné, évidemment, tu vois. Évidemment, je reconnais humblement que si j'avais assez de talent pour imposer mon propre style, ma propre façon de parler et tout ça, il n'y aurait pas d'inspiration. Tu vois, moi, ce qui m'a emmerdé, en fait, disons-le clairement, et j'aurai sûrement l'occasion d'en parler avec Pipo TV un jour, avec plaisir. J'aurais préféré que ça se fasse dans ce sens-là, mais bon, c'est pas grave. C'est que plutôt que parler de plagiat, parlons d'inspiration à la rigueur. Je connais ces vidéos, je les regarde. Sur le format Journal TV, bon, comme je l'ai dit, il n'a pas inventé, il le dit lui-même, donc il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Mais pour moi, c'est plus de l'inspiration. Ce qui m'a un peu emmerdé, très franchement, c'est le mot plagiat. Voilà, soyons clairs, c'est ça qui m'a un peu fait chier. Après, au-delà des les commentaires, il est absolument pas responsable des commentaires dans un sens ou dans l'autre, donc ça, on s'en fout. Mais tu vois, c'est comme l'ami Greg Tabibian, on reconnaît le phrasé de Dieudonné. Pipo TV, je crois, on parle aussi, lui aussi avait eu des commentaires comme ça. Voilà, c'est de l'inspiration. Le mot plagiat m'a franchement emmerdé, soyons clairs. Je trouve que c'est un peu fort. Puis on n'est pas, si tu veux, on n'est pas au niveau de Gad Elmaleh, autre chose comme ça. C'est pour ça que moi, je voulais surtout pas que ce soit vu comme le fait qu'on se tire entre les pattes pour des trucs comme ça. C'est juste le mot plagiat. Après, voilà, qu'on dise c'est ressemblant. Alors, le mot pipeau dans le générique, pour être très clair avec vous, c'est pas moi qui l'ai fait le générique. C'est l'équipe d'Antithèse, donc j'avais absolument pas la main là-dessus. Et je pense que c'est le mot pipeau parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la politique française, on pense au mot pipeau avant de penser à Pipo TV. C'est pas du tout à son encontre, hein, c'est pas du tout une insulte, mais c'est d'abord dans le dictionnaire, tu vois. Donc non. Voilà, c'est juste ça. Après, qu'on soit bien d'accord. Moi, en l'occurrence, je connais ces vidéos. Mon intention n'a pas du tout été celle de reprendre ce qu'il a fait. Mais tant mieux. Genre, si ça peut contribuer à faire parler de Pipo TV, allez voir. Et c'est super sympatoche. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne. Au contraire, tu vois. Parce que, à la rigueur, qu'on parle d'inspiration, ça me va très bien. Connaissant ce qu'il fait, ça me va très bien. Plagiat, j'ai l'impression d'être un peu un connard, tu vois. Donc ça m'emmerde. C'est juste ça, tu vois. C'est juste cette mécanique. Donc voilà les amis. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, absolument aucun problème, hein. Le fun et la vitesse d'abord, on ne le dira jamais assez. Après, mais c'est intéressant même plus largement parce que tu vois, il y a Alimama36 qui dit quand même, Rémi, plagiat c'est fort, mais il faut reconnaître que 3 petits points. N'hésitez pas à déjà aller au fond de la pensée. Mais tu sais, si j'ai plagié Pipo TV, partez du principe qu'il n'y a rien d'original dans ce que je fais. Enfin, il faut être très clair avec ça aussi. C'est que tout ce que je fais répond aux inspirations que j'ai. Alors, Pipo TV, je vous ai expliqué en l'occurrence non, mais c'est pas du tout méprisant ou quoi que ce soit, mais par rapport aux humoristes que j'ai, que je pense qu'on doit aimer aussi en commun. Quand je pense à des Guillermo Guise, à des Jérôme Commandeur, à des Dieudonné, je l'ai dit, à des Gaspard Proust, aux Inconnus, à des Proches, à Coluche, enfin, si vous voulez, dans ce cas-là, je préfère être très clair avec vous que vous ne trouverez quasiment rien d'original chez Juste Milieu. Ça dépend aussi le niveau des attentes, en fait, de ce que vous avez. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, le fait de prendre l'actualité et de se foutre de la gueule des puissants, on va dire, c'est vieux comme le monde. Et la question, c'est de continuer à le faire avec des pattes qui ont une certaine originalité par moment. Mais partant de là, tous les copains qui sont dans cet exercice-là, je ne vois pas, si tu veux, sur ce format-là, de gens qui le font avec vraiment quelque chose d'extrêmement original. Parler d'actualité, c'est là où il ne faut pas tomber dans l'erreur, quoi. C'est important. Et sans parler en plus des inspirations des inspirations d'autres des États-Unis par exemple, ou de choses comme ça. Donc non, moi je veux surtout pas de drama. Enfin, on va passer à autre chose. Faut se détendre. Voilà, qu'on soit clair avec ça. Il n'y a absolument aucun aspect négatif. Le mot plagiat m'a emmerdé. À la rigueur, inspiration si on veut. Et si en plus ça peut permettre de foutre la lumière sur le boulot de Pipo TV, que les gens se disent il le fait carrément mieux, je vais aller regarder plutôt ce qu'il fait plutôt que le faux de l'info, ça me va très bien. Il n'y a aucun problème, c'est que du positif dans tout ça. Qu'on soit d'accord.
Bon, les amis, extrême droite, voilà, sans aucune transition. Tu vois, et puis, tu as vu, j'ai dit extrême droite à la manière de David Pujadas. Donc là, peut-être qu'on est mal barré. Voilà. Je le dis tout de suite. Libération. Libération aujourd'hui. On va parler de ça, les copains. Aujourd'hui. On va parler de ça. Libération, qu'est-ce que nous dit Libération dans son édition du 5 février? On revient sur quelque chose de tout à fait sympatoche. Attention les yeux. Alors, on en avait parlé, rappelez-vous, il y a quelques jours, ce plan de l'AfD. Donc, tu sais, de cette réunion secrète au sommet entre des cadres de l'AfD qui avait évoqué la possibilité de déporter, disons les termes, des personnes en situation irrégulière en Allemagne. Il y a eu des grandes manifestations en Allemagne, ce qui avait bien servi les médias, parce que beaucoup de médias n'avaient pas voulu parler des manifs des agriculteurs en Allemagne, par exemple, pas trop. Ils avaient dit non, ça va. Et là, par contre, là, ils en parlent. Là, c'est la une de Libération. Hein. Regardez, ils ont fait la une aujourd'hui. Voilà, l'Allemagne contre l'extrême droite historique. Hein. Des centaines de milliers de personnes ont encore défilé. Alors, il y avait aussi des centaines de milliers de personnes au moment des agriculteurs, mais là, c'était moins bien. C'était moins bien. Alors, il y a tout un article qui explique, je me suis fadé ça ce matin. Il y a un paragraphe que je voulais vous lire qui est absolument extraordinaire. Je vais vous le lire. Donc, je vous ai donné le contexte, on en a parlé il y a quelques jours, je crois que c'était en début de semaine dernière ou il y a 10 jours environ. Je vous avais donné le contexte un peu de ce truc-là, ce plan, donc je viens de vous le dire. Et la Libération nous explique, alors c'est pas seulement une réunion informelle entre des cadres de l'AfD qui ont évoqué cette piste-là et les propos ont fuité, parce qu'il faut quand même le remettre en contexte. On parle pas d'un discours officiel devant des caméras et des milliers de personnes, qu'on soit bien d'accord. Pour l'instant, hein, peut-être que c'est réellement leur intention. Voilà, mais auquel cas, ce ne sera pas très grave, parce qu'on y reviendra juste après. Mais pour Libération, attention. Ils ont dit nous aurions alors un Björn Höcke, donc leader identitaire de l'AfD, comme ministre-président. Il contrôlerait la police, nommerait des juges et déciderait des programmes scolaires selon le système fédéral, explique Wolfgang Muno. Donc il se projette dans un scénario où l'AfD arrive au pouvoir, comme ça peut être le cas dans certains landes d'ici plusieurs élections. Ce proche des néo-nazis réclame un virage à 180 degrés de la politique mémorielle. Il n'y aurait donc plus rien sur la Shoah dans les livres scolaires de Thuringe et plus de visites au mémorial de Buchenwald pour les élèves. Les milieux économiques se sont également dit préoccupés par la perspective d'une victoire de l'extrême droite, préjudiciable au recrutement de main-d'œuvre étrangère dont l'Allemagne a cruellement besoin. Ce parti est dangereux pour l'économie, a résumé Siegfried Russwurm, président de la Fédération allemande des industries. Alors, pour vous dire déjà le plaisir de cet article. À un moment donné, plus haut, le journaliste qui écrit l'article parle d'épuration ethnique, qu'on soit bien d'accord. Deux choses. Déjà, ce plan de renvoyer des personnes en situation irrégulière, notamment à l'étranger, dans certains pays avec qui l'Allemagne pourrait avoir un accord pour faire une sorte de transit permanent, enfin de transit peut-être permanent, ou de transit avant un retour en Allemagne si tout est OK. Les contours restent à définir, parce que pour l'instant, rien n'a été dit du côté de l'Allemagne. Mais c'est exactement ce qui va se passer en Grande-Bretagne. C'est exactement ça. La Grande-Bretagne fait pareil. Vous n'avez pas un article de Libération qui vient de dire les nazis sont en Grande-Bretagne. C'est exactement pareil. On en a parlé il y a 10 jours, je vous l'avais expliqué. Ce plan-là est déjà en place en Grande-Bretagne. Et personne vient caguer sur les Anglais en disant ça y est, Hitler boit une tasse de thé à 16h. Personne ne dit ça. Donc, on voit qu'il y a un choix journalistique de taper sur l'Allemagne de taper sur l'extrême droite allemande, au moment où cette extrême droite peut réussir à grimper très fortement dans les résultats électoraux de différents landes, ou Länder, je ne sais plus comment on dit, Länder, je crois. Donc, on voit bien que c'est une énième, et je ne veux pas crier au loup à chaque fois, mais c'est ce qu'on appelle une manipulation médiatique. Parce que vous prenez la situation de la Grande-Bretagne, les médias en ont parlé. Attention, je ne vous dis pas qu'ils cachent les choses, mais ça n'a jamais fait la une de Libération. Libération eux-mêmes en a parlé. Les journalistes eux-mêmes de Libération en ont parlé. Là, c'est en Allemagne, dans un contexte électoral qui est défavorable au Parti du Progrès. Bim! Allez, le retour d'Hitler, c'est parti. Donc c'est assez ridicule. Et là où ce qu'on pourrait appeler cette néo-gauche, ou la gauche post-mitterrandienne, comme dit Michéa, est doublement de mauvaise foi, c'est que vous avez un opportunisme électoral où on vient taper pour défendre les partis du progrès face à la montée électorale de l'extrême droite. Et dans un second temps, c'est la justification que je viens de vous lire, c'est que cette gauche, cette néo-gauche,
qui arrive et qui dit oh, l'extrême droite, c'est pas bien. Vous vous rendez compte, ils veulent dégager les migrants d'Allemagne. Tu dis, bon, ils sont empreints de bons sentiments. C'est de l'humanisme. Ben, non, parce que comme je viens de vous lire, je le relis si jamais, les milieux économiques se sont également dit préoccupés par la perspective d'une victoire de l'extrême droite préjudiciable au recrutement de main-d'œuvre étrangère dont l'Allemagne a cruellement besoin. Donc c'est pour les milieux économistes, et en tout cas pour le journaliste qui met en avant cet argument, le problème de virer des migrants, c'est pas l'aspect humanitaire, c'est l'aspect économique. Parce que vous enlevez une main-d'œuvre corvéable à merci et donc potentiellement moins chère, vous l'enlevez de l'escarcelle de l'économie allemande, des entreprises allemandes. Le problème, il est là. On n'en a rien à branler qu'ils les foutent ailleurs, qu'il y ait une épuration ethnique. Au début de l'article, on parle d'épuration ethnique, et finalement, on se rend compte de « ouais, mais qui va nettoyer les chiottes ?» tu vois. Donc, c'est la fameuse séquence, à l'époque où les deux n'en étaient pas là où ils sont aujourd'hui. Faut que je vous retrouve ce clash entre Éric Dupond-Moretti et Éric Zemmour. Faut que je vous retrouve ça. Il y a aussi Bayrou à l'époque. Voilà, regardez, ce clash, comme on dit, c'était il y a plusieurs années. C'était il y a plusieurs années en arrière dans l'émission Zemmour et Nolot sur Paris Première. Dupond-Moretti était encore avocat. Éric Zemmour était encore journaliste, et voilà ce qui s'était dit. Et pour le coup, Zemmour avait soulevé ce que je suis en train de vous dire là, que je trouve plutôt intéressant, qui dénonce une position de gauche cachée sous un faux humanisme et qui est simplement un intérêt capitaliste. Non, mais vous voyez vos contradictions. C'est que d'un côté, vous dites les juges se permettent n'importe quoi, et quand c'est moi qui suis condamné, alors là, ils ont bien fait. Sauf que moi, j'estime que c'est n'importe quoi, ma condamnation. Et que c'est liberticide. Maître Dupond. Liberticide. Liberticide, oui. Dire qu'on peut, par exemple, ne pas prendre un noir parce qu'il est noir dans sa boîte, ça, c'est beau, ouais. Non. C'est top. Vous savez très bien que j'ai pas dit ça. Et que c'est un problème beaucoup plus de fond. Je peux... Alors, vous êtes pas là pour faire mon procès, d'abord, premièrement. Mais vous êtes pas là pour dire que ce que je raconte, c'est bidon. Si. Non, Bah, si. Parce que si les Arabes demain, et les immigrés, et tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Vous avez compris? C'est un argument de bidon, alors, et de bobo, de bourgeois qui a Voilà. besoin Donc, d'esclaves. l'argument est exactement le même. C'est ce que je vous dis. C'est un argument qu'on entend. Certains qui suivent les dossiers se rappellent aussi d'une séquence, d'un débat entre Zemmour et Clémentine Autain, où elle avait défendu le même argument. Elle avait défendu l'intérêt de l'immigration par rapport à ces postes peu payés, et généralement et souvent très pénibles. Et Dupond-Moretti, c'est pareil. Il incarne cette néo-gauche intellectuelle et financière et tout ce que vous voulez, qui voit dans l'immigration la possibilité de trouver des gens qui vont sortir les poubelles et nettoyer les chiottes. Et là, c'est la même chose aujourd'hui. Ce qui fait chialer en Allemagne, c'est qu'ils vont perdre cette force de travail corvéable et peu onéreuse pour les milieux économiques. Donc, c'est là où il y a une double mauvaise foi, et je voulais absolument vous en parler, de cette situation-là. C'est parfaitement aberrant et intellectuellement d'une lâcheté sans nom. Mais, cerise sur le gâteau, et je vous le dis, je vous prépare tout de suite pour la farce tranquille. Il y en a une qui va manger cette semaine, c'est Marion Maréchal. Elle nous a sorti vraiment pépite sur pépite, là. C'est que du plaisir. Et en tout cas, pour rester sur cette affaire de plan, on y reviendra après, voilà ce qu'a dit Marion Maréchal le 4 février, donc hier, sur France Info. Il faut renvoyer les immigrés. Je suis allée écouter directement ce que disait de ce sujet Maximilian Krah, donc qui est la tête de liste pour les élections européennes de l'AfD, donc ce parti allemand qui propose donc la remigration, et il propose la remigration donc des criminels étrangers ou des personnes qui ont été en tout cas condamnées pour des faits graves, et il propose la remigration des personnes qui sont étrangères en chômage longue durée du sol allemand, et si j'ai bien compris, la remigration également des personnes étrangères qui seraient l'équivalent des fichiers S pour radicalisation. Enfin, c'est un petit peu plus que ça, parce qu'au total, ils ont quand même ils ont fait un petit... Alors après, ils parlent de 2 millions de personnes quand même, ça va pas suffire. C'est son projet, en tout cas, c'est ce qu'il a dit et ce qu'il a affirmé pour répondre à Marine Le Pen. Voilà. Donc si c'est cela, moi je vais vous dire, je suis d'accord
d'accord avec cela, puisque c'était le projet de remigration porté par Éric Zemmour pendant les élections présidentielles, c'est-à-dire le renvoi en effet du sol français, des personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol ou qui représentent un danger, qu'il s'agisse en effet de personnes étrangères condamnées, qu'il s'agisse de personnes identifiées comme de potentiels dangers parce que fichier S pour islamisme, ou qu'il s'agisse de personnes qui ne subviennent pas à leurs besoins parce qu'en ça représente combien de personnes à peu près sur le sol français. Voilà, donc Marion Maréchal nous explique qu'en fait, c'était l'idée d'Éric Zemmour. Ils avaient la primauté là-dessus. Donc, c'est vraiment la cerise sur le gâteau où vous avez un plan que tout le monde défend par ses ans. Alors, l'extrême droite, ils voient la possibilité de lutter contre l'immigration, sans reconnaître que de toute façon, ils n'auront pas le fin mot, mais on ne va pas radoter. Vous savez qu'au bout du compte, c'est l'Union européenne qui décidera. Et c'est là où Marion Maréchal a été extraordinaire. Ce week-end dans les médias, il y a des séquences où elle reconnaît ouvertement, elle qui sera tête de liste aux européennes pour Reconquête, elle reconnaît ouvertement que on va rester dans l'Union européenne, on va bricoler et qu'on va demander des petits cadeaux du côté d'Ursula von der Leyen. Je vous promets que c'est ce qui a été dit. Rendez-vous mercredi dans la farce tranquille. Mais voilà, si vous êtes soutien de Zemmour, faut venir. Hein. C'est juste mieux. Tout le monde mange. Mais voilà, la supercherie est au clair. C'est au moins l'honnêteté. En parlant de supercherie, on continue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je dois me tirer vers 18h30. Donc on est dans les temps, on est pas mal. Aujourd'hui, la petite pépite du jour pour ricaner un petit peu. Alors, il y a le fait que François Bayrou ait été relaxé. Voilà, hein, honnêtement, Dussopt, Dupond-Moretti, Bayrou, on n'a jamais vu autant de ministres relaxés depuis qu'on a interdit les putes à l'Élysée. Enfin, d'ailleurs, elles sont peut-être toujours... Enfin, je sais plus qui fait quoi. Mais ils sont relaxés. Ils sont tous relaxés. Ils peuvent faire n'importe quoi. Oh, qu'est-ce qu'on est relaxé. Tu trouves pas, Eric? Oh, si. T'es relaxé, toi? Ouais. Ils sont tous relaxés. C'est l'avantage. C'est l'avantage de la formule. Mais donc là, Bayrou, qui était les histoires d'assistants parlementaires du côté de l'Union européenne, du pognon qui n'a pas été utilisé comme il faut, relaxé. Détends-toi, François. Détends-toi. Ça va. C'est pas grave. Allez, fais un bisou. Donc ouais, non, tout va bien. Et pendant ce temps, donc aujourd'hui, quelques heures plus tard, parce qu'il y a une motion de censure qui a été déposée, tu sais, par la France Insoumise. Bon, ils savaient très bien que c'était perdu d'avance, mais ils ont déposé la motion de censure. Dans la foulée, tu as une députée Renaissance. Non mais riez pas, parce que c'est pas là que ça commence. Caroline Abadie, députée de la 8e circonscription de l'Isère. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, ça, je peux pas l'inventer. Alors si ce n'est pas un problème de fond, de personne, c'est quoi? Il dénonce un problème de méthode. Comme le disait le regretté Chandler Bing avec beaucoup d'autodérision, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu le dis. Voilà. Je remets pour ceux qui n'ont pas compris. Le regretté Chandler Bing avec beaucoup... Alors, Chandler Bing, pour vous le dire tout de suite, non, ça n'est pas un philosophe du XVIIIe siècle qui aurait théorisé l'allégorie de la semoule dans ses œuvres. Non, c'est un personnage de la série Friends. Avec Jennifer Aniston, avec Courtney Cox et tutti quanti. Voilà. On avait eu Spider-Man avec Marlène Schiappa. On s'était dit, tiens, déjà, on est en train de sentir le fond de la grotte. Non. Maintenant, on te cite Chandler Bing. Et alors, c'est fort sympathique, Friends. Moi, de toute façon, j'ai pas le choix que de dire ça parce que Madame Milieu en est friande. Donc, je me mange du Friends toutes les semaines. Sinon, je dors pas chez moi. Donc, bon, c'est génial, Friends. Ah, c'est super. Ah ouais, non, c'est comme ça. Mais bon, de là à le citer à l'Assemblée nationale, surtout qu'elle te cite le personnage. À la rigueur, tu peux avoir du respect pour le défunt acteur Matthew Perry, décédé il y a peu d'ailleurs, tu vois. Non. Au point où on en est, je pense que dans 2 mois, tu as un sénateur LREM qui déboule, qui dit pour paraphraser Rocco Siffredi, tu la sens mon augmentation? Je pense que c'est la prochaine étape. Arrêtez de dire c'est pas possible. C'est possible. S'il y a 5 ans, il était déjà là, mais bon, s'il y a 7 ans, on vous avait dit, tiens, est-ce qu'un jour on va citer Chandler Bing? T'aurais dit non. Chandler Bing.
quand même. C'est l'Assemblée nationale, c'est sérieux quand même. C'est le monde dans lequel on doit évoluer. Je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide, c'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, le monde, quelle transition. C'est du génie quand même. On dira ce qu'on veut, mais c'est bluffant. Le monde est en train d'évoluer. Regarde. Escuela de Medicina de Harvard, John Hopkins. Ah merde, pardon, je me suis planté de vidéo, ça c'était les Simpsons. Excuse-moi. Non, je me suis complètement trompé. Non, la bonne vidéo c'était celle-là, excuse-moi. Regarde, non, c'était plutôt celle-là. All right, this is officially a dream come true, right? We got the NBA dashboard over here. I'm watching the NBA game. Let's go Heat, right? I can just grab the corner, make it smaller, but then I can also make it huge. Like, look how big I can make this thing. And it feels... Voilà, vous avez forcément vu tout ça hein, ce week-end, ça y est, c'est parti. Le casque Apple Vision Pro qui déboule sur les marchés aux États-Unis, je crois à Londres aussi, en Grande-Bretagne aussi. On voit des vidéos qui sortent un petit peu de partout. Alors, vous avez compris le concept, un casque de réalité augmentée. Donc, c'est-à-dire, ton casque, tu vois ce qu'il y a devant toi réellement. Mais on va te foutre des fenêtres, on va te foutre des trucs comme ça. Tu vois, par exemple, un truc au quotidien. Regardez une autre vidéo. Attends, non, ça c'est plutôt parodique. Regarde, sur Twitter, vous avez pléthore de vidéos qui déboulent. Tu vois. Voilà. Les types commencent déjà à se promener dans la rue avec cette merde. Tu vois. Voilà, bon bref, vous avez compris le concept, on va pas en parler pendant 3 heures. Alors, pourquoi, je vous dis, c'est dans le titre d'ailleurs de cette émission aujourd'hui, le transhumanisme arrive et c'est cool. C'est la détente, c'est la kiffance. Elle a fait la petite frange, c'est la kiffance. On a envie de le dire et on le dit. Et on le dit parce que là on y est. On en parlait avec Edouard, que je salue ici présent, à midi. Bonsoir, ça c'est ça, incroyable ce qu'il fait dans le milieu digital. On est vraiment dans un saut technologique. Alors, peut-être que les experts me diront, il y a déjà des casques qui faisaient ça il y a quelques années, qui faisaient quasiment ça. J'en sais rien en vérité. J'ai l'impression qu'il y a un saut technologique assez zinzin. Et effectivement, là, on est dans un domaine où la réalité est mise en concurrence, comme un produit banal, si vous voulez. Hein. Les sandwichs triangle, il y a Sodebo, il y a Dona, et tu choisis. Aujourd'hui, tu as Apple Vision Pro et la réalité. Et donc, tu choisis, si vous voulez, comme une possibilité de remplacer le réel avec une amélioration du réel. Hein, on parle de casque de réalité augmentée. Donc, augmenté, c'est gentil, on peut dire amélioré, mais on n'est pas dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire, la différence est importante. La réalité virtuelle, vous allez remplacer le monde réel par un monde virtuel. Sur la réalité augmentée, ce que vous voyez dans le casque, c'est le réel, c'est ce que vous voyez sans rien, mais avec la possibilité de disposer des écrans, des informations qui vont changer, améliorer votre perception du réel. Donc, par exemple, ils avaient fait ça sur Pokémon Go. Tu te promènes avec ton téléphone, tu filmes la rue, tu vois la rue dans laquelle tu es, et à un moment donné, tu as un Pokémon qui sort dans ton écran. Tu vois. Si tu baisses l'écran, il est où Rondoudou? Ah non, ça c'était Gérard Larcher. Mais il n'est pas dans le jeu. C'est Rondoudou qui est dans le jeu. Et donc, on te simule le bordel. Alors, il y a un saut technologique que je trouve assez saisissant, dans la mesure où c'est réellement comme ça. Je ne sais pas, je ne l'ai pas le casque, on ne va pas se mentir. Mais là, on est en train d'entrouvrir en grand les portes de ces films de science-fiction qui nous faisaient un petit peu rêver ou qui nous faisaient un petit peu peur jusqu'à présent. On pense bien évidemment au Ready Player One de Spielberg, que je vous invite à regarder. Tiens, ce soir, si vous voulez, faites un petit tour, regardez ça, le film de la soirée, film du lundi soir, ça fait plaisir. On se fait des pâtes, on se regarde le film. Il est génial, on pourra en papoter demain si vous voulez, parce qu'on est en plein dedans. C'est assez extraordinaire, en fait, de voir à quel point tout ça se matérialise.
Et là, on commence à entrer dans une phase du transhumanisme cool. Et c'est ce que je voulais vous dire. C'est que là, il y a le côté technologique, il y a le côté nouveauté qui est chouette et c'est super. Et il y a des gens qui font le skateboard en faisant ça, c'est extraordinaire. Mais à partir du moment où les capacités de l'humain sont matériellement améliorables, on commence à être dans la réflexion transhumaniste. Le transhumanisme, c'est pas seulement la puce dans le cerveau. On va en parler dans quelques minutes. C'est l'amélioration de l'humain par des moyens techniques. Il y a un grand débat sur, par exemple, la question de la prothèse. La prothèse pour pallier un handicap, on est sur une remise, si vous voulez, à un niveau standard de fonctionnement du corps humain. Mais la prothèse, par exemple, c'était la question, rappelez-vous, autour de Oscar Pistorius, le coureur, qui depuis a buté sa femme, il est allé en prison. Mais il avait perdu des bouts de jambes, on ne sait plus trop. Il avait des lames en carbone au bout de chaque patte pour faire les compètes. Sauf qu'il allait tellement vite grâce à cette amélioration technique qu'à un moment donné, la question s'était posée de le faire courir avec les valides. Il y avait eu un vrai débat en éthique du sport et même jusqu'en philosophie où se posait la question de savoir à quoi la technique... comment dire ? Où est-ce que les progrès de la technique devaient être... À partir de quand les progrès de la technique devaient être considérés comme du transhumanisme, c'est-à-dire de l'amélioration de l'humain. Comme je vous l'ai dit, une prothèse standard, une prothèse, tu te pètes la hanche, on te fout de prothèse de hanche, tu reviens à un niveau de fonctionnement. D'ailleurs, pas forcément optimal, parce que derrière, galoper avec une prothèse de hanche, c'est un peu plus rude. Mais quand ce moyen technique t'amène à un niveau standard et repousse tes compétences au-delà de ce que des gens identiques à toi dans une même situation de prothèse, de handicap peuvent faire, là on commence à être dans de vraies problématiques de réflexion. Aujourd'hui, avec ce casque, Apple Vision Pro, vous allez avoir des gens, alors si tant est que la technologie se pérennise, j'en sais rien, je ne suis pas dans le futur, donc admettons, ça fonctionne super bien, c'est un succès incroyable, les gens se l'achètent, on parle autour de $2000, donc il faut un petit peu de pognon quand même. Mais vous allez avoir l'argument cool. Bientôt, tu es dans BFM, ils ont toujours des séquences à la con avec un gogol qui débile, un débile, ou vous choisissez ce que vous voulez, qui déboule et son truc, c'est la technologie. Et tout ce qui est nouveau, il adore. Un aspirateur robot, c'est extraordinaire. Il cartographie votre maison, vous rentrez chez vous du travail, vous n'avez rien à faire, c'est quand même super. Donc, le mec, il te dira, le casque, c'est extraordinaire. Et on va avoir des arguments qui vont se poser pour justifier ce qui n'est que du transhumanisme. On va dire, ouais, mais vous vous rendez compte, l'augmentation de la productivité. En un instant, vous pouvez avoir 3 écrans, gérer différents trucs, rien qu'avec vos mains, ça va plus vite, c'est quand même extraordinaire. Alors bon, il faudra expliquer ça à l'éboueur, il faudra expliquer ça à la sage-femme, il faudra expliquer ça aux garagistes. Parce que c'est toujours pareil, les métiers du bas de la pyramide, les progrès techniques, ils les ont toujours dans le fiac, si tu veux. Mais tu vas avoir des arguments où ça sera, c'est la notion de progrès, ça va être difficile, tu vas aller contre ça. Dire, ouais, mais l'augmentation de la productivité, qui peut s'y opposer ? Et c'est là qu'on entre dans le transhumanisme, c'est l'amélioration de l'humain à ce genre de fin. Et donc, vous allez voir que ce débat va se poser. Dans l'hypothèse où le casque Apple Vision Pro, et peut-être d'autres, si ça inspire d'autres entreprises, va s'imposer dans nos sociétés. Et on va présenter ça comme le cool, comme le smartphone, donc c'est-à-dire l'innovation technologique, où l'humain reste maître de la technologie. Je n'y crois pas une seule seconde. Aujourd'hui, et quitte à, voilà, il y a Charles Max 331 qui dit je trouve que t'es rabat-joie, Rémi. Je suis complètement d'accord et tout à fait fier de l'être. On en a, enfin fier, non, on s'en branle, je le suis point. En l'occurrence sur ce sujet, on en a déjà parlé plusieurs fois dans des récentes émissions. Quand je vous disais le problème du progrès, c'est qu'il n'accepte aucun recul en arrière. C'est-à-dire le progrès, c'est bien parce que ça va de l'avant, ça va devant, c'est génial. Et ceux qui regardent derrière en disant non, mais on va peut-être s'arrêter là, c'est des réactionnaires, c'est des rabat-joie, c'est tout ce que tu veux. Mais réfléchissons sérieusement. Aujourd'hui, levez la tête dans la rue, prenez le bus, vous le faites, j'imagine. Regardez ce que le smartphone a changé dans les rapports humains. On a une modification anthropologique. J'avais lu un papier dans, je crois que c'était Science et Vie, qui expliquait que sur votre petit doigt, là, aujourd'hui, on observe chez les jeunes générations des modifications du corps humain, parce que quand vous tenez votre smartphone, souvent, il est en appui sur votre petit doigt. Et on observe chez les jeunes générations un changement physique à cet endroit-là, et qui apparemment pourrait se transmettre.
on est vraiment sur des évolutions. Et je prends un message, et c'est intéressant, hein, parce que c'est intéressant. Il y a Black Wolf 1986 qui dit « Rémi, je comprends ce que tu dis, mais on se détend, c'est juste un casque, pas un implant, et ça, on en est loin. Elle est où la différence avec le téléphone portable, par exemple ?» Cher Black Wolf, tu m'offres une transition parfaite, mais vraiment parfaite. Et là, je t'ai piégé quelque part. Je reviendrai sur l'argument de « c'est juste un casque », mais si je vous parle de ça, c'est que on apprend quoi aujourd'hui dans Le Figaro du jour? Regardez, je vais vous montrer. Alors ça, c'est pas ça, on est toujours chez Libération. T'as vu, ils mettent des trucs nazis parce que c'est pas bien. Dans Le Figaro, aujourd'hui, on apprend quoi? Neuralink greffe une puce dans un cerveau humain. Ça y est. La société de Musk réalise sur des patients paralysés les premiers tests de son implant cérébral télépathie. Et c'est Le Figaro d'aujourd'hui. Donc, il y a une concordance des temps, volontaire ou pas volontaire, j'en sais rien, c'est pas le problème. Mais à mon avis, ça n'est que mon avis, comme d'habitude, et le débat est riche et discutons-en avec plaisir. Hein. Mais à force de se rassurer en disant à chaque fois, mais ça n'est qu'un téléphone, ça n'est qu'un casque, ça n'est que machin, ça n'est que bidule, en oubliant, si vous voulez, toute la possibilité de chaque objet, et en l'occurrence ces objets technologiques toujours plus avancés, on ne voit pas l'incendie qui est en train de prendre devant nous. C'est comme quand vous regardez un couteau à pain. Vous dites, ben oui, mais c'est pour couper du pain. Bon, d'accord. Sauf que vous prenez 1000 personnes, t'en auras minimum une qui va se dire, avec ça, je peux égorger quelqu'un. Et le problème arrive de là. Arrive de la possibilité d'action grâce à un objet qui semble anodin et absolument pas dangereux pour la majorité des gens. Mais quand ceux qui produisent ce genre d'objets sont conscients des dangers, c'est quand même pas pour rien que, par exemple, Bill Gates ou Mark Zuckerberg, je crois, ces gens-là ne donnent pas d'écran à leurs gosses avant 16 ans. C'est quand même extraordinaire que les objets inventés par ces mêmes personnes ne sont pas utilisés par elles, auprès de leurs enfants notamment. Donc, si on se dit c'est qu'un téléphone, pourquoi ceux qui l'inventent ne l'utilisent pas de la sorte? C'est aussi ça, là où, si vous voulez, sans faire le donneur de leçons, vous faites ce que vous voulez, et c'est génial. Voilà. On n'est pas dans le jugement moral, une fois de plus. C'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. C'est juste de considérer ce qu'il en est. Et aujourd'hui, ce casque, oui, c'est qu'un casque, effectivement. Mais demain, on va dire un tiers de la population en est équipé. Un tiers. Tu vois, je te dis même pas la moitié, je te dis même pas les 3/4 ou plus comme le téléphone aujourd'hui. Disons un tiers. Et développement faisant, vous allez avoir par exemple des applications de rencontres qui vont être capables, grâce à l'intelligence artificielle, de scanner les gueules dans la rue et de dire, bah, lui, attention, sur Facebook, il a mis un commentaire il y a 3 mois à 4h du matin où il parle des nibards d'une gonzesse sur sa photo de profil. Il faut penser à tout ça. Il faut penser aux réflexions que ça va entraîner en termes de protection de la vie privée, de protection des données. Parce que ce qui est capté par le casque, par exemple, ça peut être transmis. Donc moi, je veux bien que dans le même temps, on me dise l'Union européenne est la prostituée des États-Unis. Attention, vous avez vu, les statistiques de santé sont hébergées sur des serveurs Microsoft. Et quand dans le même temps, on m'explique que ça n'est juste qu'un casque, il faut penser à tout ça. Il faut penser à tout ça. Je réponds à mon Black Wolf 1986. Et c'est intéressant, qui n'est pas d'accord, et c'est chouette, c'est tout le débat, hein, qui dit... Alors oui, mais ça vaut pour tout et n'importe quoi. Alors les implants, oui, ok, mais ce que toi tu sous-entends, c'est le fait que cet implant nous contrôle, ça on en est loin. Ensuite tu parles des dérives, oui, mais ça vaut pour tout. Combien de morts sur la route par an? On interdit les voitures, ça sauverait des vies plus que le téléphone. Il y a toujours des dérives avec tout. Dans ce cas, il faut vivre dans une grotte. Donc c'est chouette parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que pour moi, cet argument-là, pas toi individuellement, cher ami, hein, fidèle en plus, donc c'est pour le papotage, hein, pour papoter, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que ton argument, c'est précisément ce qui rend possible le pass vaccinal et les errances qu'on connaît, sur la forme. C'est-à-dire quand on relativise tout et on dit « ouais, mais attends, ça peut être dangereux, mais la bagnole aussi, ça peut être dangereux ». Les gens qui vous ont vendu l'injection Covid-19, qui nous ont vendu l'injection Covid-19, utilisaient les mêmes arguments. De dire « oui, mais attends, le vaccin, peut-être que ça peut tuer des gens, mais l'alcool aussi. Donc, dans ce cas-là, on interdit l'alcool. » Attention, moi je veux bien, mais attention, quoi. Cet argument-là, c'est précisément ce qui impose le pire, la plupart du temps. Donc, moi, j'appelle vraiment à être prudent, et je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur ce point. C'est précisément quand on cherche à relativiser en disant « non, mais... c'est qu'un casque, il y a d'autres choses qui tuent, bon, c'est pas très grave. »
Ok, mais attention à la société qui arrive derrière. Ce relativisme permanent n'a aucun sens. Et c'est un discours qui est dans l'intérêt des plus puissants et qui justifie tout et n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, avec ce casque, je prends un autre message, c'est intéressant, de Bibi7844 qui dit « Le problème, Rémi, c'est que tu penses que tous ces problèmes n'existent pas, mais le casque de réalité virtuelle permettra de les faire exister. Mais tous ces problèmes existent déjà, le casque n'apporte rien de plus. » Alors, ravi de savoir ce que je pense à travers ton écrit, parce que... c'est parce que ce que je pense. Mais apparemment, tu as une puce déjà dans mon cerveau pour savoir ça. Non, mais effectivement, il n'y a pas de découverte de l'eau chaude, si vous voulez, par rapport à ça. Ces problèmes existent, mais moi, je vous parle de l'amplification de ces problèmes-là. Comme on le disait sur les questions de données, de respect de la vie personnelle, de rapports sociétaux, même de configuration anthropologique, de reconfiguration anthropologique avec ces choses-là. On n'est pas dans Ready Player One, mais à force de se dire ça va, ça pourrait être pire, ça va, il y a plus dangereux, regardez ce qui s'est passé en 5 ans. Je vous dis même pas en 100 ans. Regardez en 5 ans les changements qu'il y a eu dans nos sociétés. Pour au départ, c'est juste un pass vaccinal. C'est juste un vaccin. C'est juste une nouvelle réglementation sur les bagnoles. C'est juste ça nous entraîne à ce que nous connaissons et que, je pense, nous dénonçons à peu près collectivement tous les jours sur Twitch. Dans les émissions et avec plein d'autres gens, il n'y a pas que moi. Donc, je prends le message de mon Black Wall parce que c'est intéressant d'avoir cet échange. Mon camarade qui dit « Non, je ne le prends pas mal. Ce que je veux dire, c'est que oui, il faut en parler, tu as raison. Mais oui, quand même à relativiser dans le sens où ce que moi, je préférerais, c'est plus qu'on fasse le procès de ceux qui font des dérives et pas de la technologie qui, elle, peut faire le bien. » Mais à la limite, je peux te rejoindre là-dessus. Je peux te rejoindre là-dessus sur les notions de dérive. Mais, comment dire ? Autant, vous le savez, je défends absolument le bon sens, le bon sens commun, je défends la liberté des gens, la capacité des citoyens à se rendre compte des problèmes dans la société et tout ça. Je ne reviens pas du tout là-dessus. Mais c'est ce que je disais au tout début. Il faut être aussi pragmatique. Et ça fait mal au cœur, mais il faut être pragmatique. Si tout ça était aussi futile, pourquoi on a tous un smartphone dans la poche ? Quand le smartphone est arrivé, je suis sûr qu'il y avait des gens, alors sûrement pas sur Twitch parce que ça fait plus de 20 ans maintenant, mais il y a des gens qui se disaient non mais ça va, attends, c'est pas indispensable cette merde, c'est bon, on peut faire sans. Regardons-nous franchement. Là actuellement au moment où je vous parle, on est 521 sur la chaîne. Combien n'ont pas de smartphone ? Et en plus on se dit ça sur Twitch, donc très sincèrement, c'est ça si vous voulez le problème. C'est ça qui m'interpelle. C'est que oui, on peut faire sans. Oui, c'est pas indispensable. Oui, tout ça. Mais la question, c'est comment va-t-on faire quand des gens vont préférer leur réel, vont préférer ce réel augmenté au réel tout court. C'est l'amélioration permise. Mon vrai problème, c'est ce que ce casque va permettre en termes d'amélioration du réel. Et donc, en devenant indispensable, pour d'excellentes raisons. La productivité au travail, le fait d'être en contact avec ses copains, le fait de regarder plus de matchs de basket, j'en sais rien. Il y aura sûrement d'excellentes raisons, qu'on soit bien d'accord. Mais ce qui m'embête, c'est que ça va devenir indispensable. Et on le sait déjà. On le sait déjà. Et ce ne sera pas la faute des gens. Aujourd'hui, moi, je vous le dis franchement, sans mon téléphone, déjà, je ne serais pas en train de vous parler, parce que mes vidéos, je les filme avec mon téléphone. En lien avec le travail juste milieu, je regarde des choses, je surveille des choses, je suis en contact avec l'entreprise, donc avec juste milieu, c'est un outil de travail. Je vous le dis honnêtement, sans téléphone, c'est pas du tout la même salade. Et ça a encore plus de sens dans la mesure où les vidéos, je les filme avec ça, tu vois. Donc, demain, essayons de transposer la réflexion là-dessus par rapport à juste milieu. T'imagines demain, on se rend compte que, je sais pas, faire des vidéos, je dis n'importe quoi, hein, vraiment, là, j'imagine, hein, faire des vidéos spécialement pour le casque de réalité augmentée, ça permet d'augmenter les vues. Il y a plus de gens qui regardent ça, il y a plus de trucs comme ça, j'en sais rien. Il y aura des vraies réflexions. Et on dit, par exemple, il y a des créateurs de vidéos qui vont développer des contenus encore plus immersifs. Peut-être on aura les odeurs, on aura les choses comme ça et tout. Je suis pas certain que tous ceux là que nous sommes à dire non mais le casque c'est de la merde, ça va pas marcher, je suis pas certain qu'on change pas d'avis.
Donc ouais, il y a Phil entre autres, je suis complètement d'accord, qui dit ça dans le chat, hein. Tellement de films d'anticipation faits sur le sujet, mais les gens les prennent pour des promesses et non pas des mises en garde. Je suis complètement d'accord. Non, j'espère vous dire ça dans le vent, si vous voulez, et que dans 10 ans, alors que la technologie se sera encore améliorée, on dira bon bah c'était un four, ça n'a absolument pas fonctionné. Maintenant, on verra. C'est quelques réflexions que je voulais vous proposer, les amis. En tout cas, par rapport à tout ça, donc affaire à suivre. Hein, qui veut la paix prépare la guerre, c'est toujours la même chose. Mais donc voilà, c'est tout ça pour dire que cette arrivée du transhumanisme pour moi et du transhumanisme cool, symboliquement en tout cas sur la forme, on va dire dans l'actualité, tout ça s'accélère avec ces actualités-là. On verra, on en reparle dans 6 mois déjà peut-être, un peu l'écho que ça aura trouvé. Les amis, on continue avec une promesse que je vous ai faite la semaine dernière. Donc là, il ne s'agit pas de transiger sur celle-là. Je vous avais parlé d'une vidéo, hein, d'un échange sur la question du nazisme, l'extermination par le travail, c'est le nom de cette émission. Je voulais absolument vous la montrer parce qu'on a dedans Johan Chapoutot, qui est un historien du nazisme français, que je trouve extraordinaire, brillant, qui a des bouquins vraiment super. Et dans cette émission, il est revenu sur différents points qu'on traite de temps en temps sur Juste Milieu. Et ça me plaisait bien, hein, sans aucune transition. D'ailleurs, vous l'aurez noté, hein, cette maîtrise de l'absence totale de transition. Je voulais absolument vous en parler pour papoter un petit peu là-dessus. On se regarde l'émission, c'était sur la chaîne parlementaire il n'y a pas longtemps. Et on regarde 10-15 minutes, on fait du React, on se le fait de temps en temps. Beaucoup de choses intéressantes. Je pense que ça va vous plaire. On se regarde ça, on papote si nécessaire, on voit. Tu vois, j'avais pas configuré, c'est con parce que c'était quand même plutôt bien lancé. De quel camp de concentration nous sommes en train de parler dans cette émission? C'est peut-être de brosser un panorama du système concentrationnaire nazi. J'aimerais d'abord revenir sur ce que disait... On le fera tout à l'heure, on a d'ailleurs une carte. Oui, mais à propos du nom de Dora, les noms des camps de concentration sont souvent beschwichtigend, comme on dit en allemand, souvent doux et agréables. Buchenwald, par exemple, c'est la forêt des hêtres. Sachsenhausen, c'est un toponyme très courant. Bergen-Belsen, c'est un lieu bucolique. Et Dora, effectivement, il y a ce jeu sur l'acronyme et sur le prénom de femme pour... c'est systématique et structurel chez les nazis, hein, d'adoucir les choses par la toponymie et par les noms. Et puis pour ce qui est du système concentrationnaire, c'est à l'origine un système de répression terroriste, hein, ouvertement terroriste. C'est une terreur policière administrative qui est mise en branle à partir de l'ordonnance d'exception du 28 février 1933, qui, au fond, déjudiciarise les procédures de répression. Hein. Les juges sont écartés, et désormais c'est la police qui, sur acte administratif, vous incarcère. C'est des choses qu'on connaît en France aussi, hein, depuis les différents états d'urgence, sans contrôle du juge. Et les lieux de détention ne sont plus des lieux de détention, mais de rétention administrative. Hein. La détention, c'est la prison, la rétention, c'est les camps. Et les camps ne sont pas secrets du tout, hein, c'est public, c'est même publicisé, ça montre la volonté du gouvernement de relèvement ou de réarmement national, comme on disait déjà à l'époque, de réprimer les éléments antinationaux. Et c'est un système concentrationnaire qui s'adresse d'abord aux Allemands. Il n'y a pas de juifs, ennemis de juifs allemands d'ailleurs, dans les camps de concentration, parce que ce sont des lieux de rééducation. Hein. Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, etc. Dachau, ou Dachau, hein, pour moi qui parle moins bien allemand que vous, Johan Chapoutot, c'est le premier camp qui a vu le jour en Allemagne, 1933, mais il y a 110 camps qui ont été établis en Allemagne dès 1933, dès la prise du pouvoir nazi. En Allemagne et au-delà des frontières allemandes, dans tout territoire qui est annexé, la première chose que font les nazis, c'est d'envoyer des unités de la police et de la SS rafler des gens et d'ouvrir un camp. Mauthausen en Autriche, quand l'Autriche est annexée, Auschwitz en Silésie, le Struthof en Moselle et en Alsace-Moselle annexée, etc. Donc tout ça est très cohérent et la fonctionnalité des camps change à partir de la Seconde Guerre du début de la Seconde Guerre mondiale. On accueille toujours des Allemands à des fins de rééducation. On accueille désormais des Juifs, ça c'est depuis la nuit de cristal. Hein. Il y a eu un coup de pression violent sur la communauté juive pour les forcer à partir. Donc on incarcère 30 000 Juifs dans les camps de concentration pour la première fois en 1938, fin 1938. Et à partir de 1939, les camps sont voués à l'accueil de tous les ennemis du Reich, définis comme ennemis du Reich de toute l'Europe.
Europe. Et ce qui est très intéressant, c'est que le système des camps devient à la fois hyper fonctionnalisé dans la direction de la production économique. Ce sont des lieux qui doivent être rentables, performants, ce sont des concepts nazis. Par exemple, à Auschwitz, le complexe s'appelle la zone d'intérêt, si vous voulez, intérêt économique. Et sur ce point-là, une petite interruption dans vos programmes, parce que, et il y a DRNGR qui le dit d'ailleurs, c'est exactement sur ce point-là que j'allais rebondir, qui dit « Ça me tue de voir des émissions comme ça sur le nazisme sans que personne ne fasse de rapport avec la pente totalitaire sur laquelle on est, car s'il y a bien une différence de degré, évidemment, il n'y a guère de différence de nature. » Je souscris à 100% à ce commentaire, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Johan Chapoutot, et pour faire une petite interruption là-dessus, c'est que dans son livre « Libre d'obéir », qui est peut-être pas le dernier en date, mais qui est sorti il y a 2-3 ans en arrière, qui est un bouquin formidable, où il prend le cas, si vous voulez, d'un officier nazi qui s'est recyclé après la Seconde Guerre mondiale dans le management et qui a développé vraiment des théories, en fait, des théories de management. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, pour vous la faire courte. Et il explique à un moment donné, Johan Chapoutot explique, il le précise bien, il y a beaucoup de pincettes, si vous, c'est pas de la provocation qu'il fait, les professeurs d'histoire, il a autre chose à foutre. Mais il explique que dans le plus jamais ça qu'on enseigne à l'école, il y a bien évidemment les camps d'extermination, l'aspect antisémite de la Seconde Guerre mondiale, l'aspect guerrier évidemment, plus jamais ça la guerre, plus jamais ça la Shoah évidemment. Mais il explique à un moment donné comment certaines valeurs nazies continuent d'irriguer nos sociétés et que nous refusons absolument de le voir. Il parle par exemple du culte de la performance, du culte de la productivité, du fait de favoriser les valeurs comme ça de l'homme fort avec un H majuscule, enfin, surtout l'homme aussi avec un H minuscule d'ailleurs. L'homme qui travaille, l'homme engagé pour la nation, la volonté presque d'un homme nouveau. Et donc il fait un parallèle en disant attention, parce que le plus jamais ça, c'est aussi ce modèle-là. Et tout est calqué autour donc, de cet officier nazi qui a formé des générations, des générations non, mais des milliers de dirigeants à travers l'Allemagne entre les années 50 et 70. Et c'est une histoire assez extraordinaire. Si vraiment vous avez l'occasion de lire ce bouquin, c'est extraordinaire. Et dans cet extrait, en fait, il revient un petit peu sur ça. C'est pour ça qu'il parle de ces valeurs de performance et tout ça qu'on retrouve dans les camps de concentration. Et soyons prudents parce qu'il y a vraiment des réflexions. Là encore, et c'est ce qu'il dit en préambule de son livre, le but n'est pas du tout de dire Macron est un nazi, la croissance à outrance, c'est du nazisme. Qu'on soit bien d'accord. Ce serait con, en fait, de raisonner comme ça. Mais le plus jamais ça doit aussi être un moyen de voir en quoi des similitudes continuent d'exister aujourd'hui et pourquoi cela est problématique et comment nous pouvons les éviter et faire autrement. Parce que justement, plus jamais ça. Donc, petit élément de réflexion en plus de ça, mais on revient sur ce que nous dit beaucoup mieux Johan Chapoutot. Et par ailleurs, ça devient un lieu totalement dysfonctionnel au fur et à mesure de la dégradation de la situation militaire allemande et du faible approvisionnement que l'on donne aux camps. Ça devient des mouroirs à ciel ouvert. On va voir une carte pour situer ce qu'étaient ces camps. Regardez cette carte. Là, vous n'avez que les principaux camps, à la fois camps de concentration qui figurent en noir. Nous avons situé, bien sûr, Dora Mittelbau sur cette carte en plus gras. C'est au nord-ouest de Buchenwald, qui était le camp dont dépendait dans un premier temps Dora, puis ensuite Dora Mittelbau a eu sa propre autonomie, on l'a dit tout à l'heure, puis en rouge, regardez sur cette carte, ce sont les 6 camps de la mort, 6 camps d'extermination qui étaient tous situés en Pologne, on le voit sur cette carte, on reviendra sur ce système concentrationnaire dans un instant, simplement pour bien comprendre pourquoi Dora Mittelbau était le dernier grand camp de concentration mis en place par les nazis et pourquoi a-t-il été le plus meurtrier de tous les camps? En tout cas, c'est ce qui est dit sur ce fameux camp. Alors sur le caractère meurtrier, je pense que tu pourras plus intervenir. Vous allez en parler, oui. Mais en l'occurrence, c'est un camp qui est affecté dès le départ à la production économique, à une production économique stratégique, en l'occurrence d'armement de pointe, les fameuses armes de je sais plus comment on dit en français, Vergeltungswaffe, je ne peux pas vous aider là, Johan. Représailles, merci. Représailles, merci. Avec d'ailleurs la fondation
création d'une division de la Waffen-SS vouée à cela, hein, la division de représailles, la V-Division, dirigée par Hans Kammler, dont on reparlera. C'est un type très très important. Et c'est un lieu secret, puisque c'est une production stratégique qui doit être protégée. Hein. Ça se fait en lien avec le ministère de l'Armement de Speer. Vu l'intensité de la campagne aérienne britannique et américaine contre l'Allemagne, il faut enterrer les usines stratégiques. Donc on le fait à Dora, dans des systèmes de tunnels invivables, et on le fait également dans les Alpes. Hein. Hans Kammler, lui aussi, est chargé de créer des usines souterraines dans les montagnes des Alpes, hein, dans la fameuse forteresse alpine, notamment à Ebensee, pour la production de Messerschmitt avions de pointe, puisque c'est les premiers avions à réaction. Hein. Pourquoi ce camp était-il le plus meurtrier de tous les camps? Alors, c'est pas du tout méchant hein, contre les autres intervenants, mais je voulais vraiment vous mettre en avant les sorties de Johan Chapoutot dans cette émission, parce que je le trouve vraiment brillant et il rappelle des choses très intéressantes, et notamment ce point-là. Je redonne le titre, hein, c'est Libre d'obéir aux éditions Gallimard, je crois. Et c'est autour de Reinhard Heune, hein, l'officier nazi qu'on a retrouvé ensuite dans le management, et qui a développé même des théories qui, encore aujourd'hui, sont reprises dans les entreprises. C'est assez sidérant. Vraiment, je pourrais vous en parler avec plaisir. On a fait une vidéo d'ailleurs dans la boîte noire il n'y a pas longtemps à ce sujet-là. C'est vraiment un bouquin que je trouve assez fondamental aujourd'hui. Et Johan Chapoutot évoque même la notion, si vous voulez, de bonheur au travail, qui avait été déjà théorisée par des cadres nazis à l'époque. Alors là encore, l'idée n'est pas de faire un pont et dire tous ceux qui veulent prôner le bonheur au travail, mais c'est juste de comprendre à quel point en fait on a des similitudes d'idées dans ces notions-là, et c'est assez extraordinaire, assez bluffant. Il y a DRNGR qui dit également, hein, encore une fois, j'invite tout le monde à lire Ariane Bilran sur le totalitarisme et le reste. Effectivement, autre référence incontournable si ces sujets-là vous intéressent, le bouquin Psychopathologie du totalitarisme d'Ariane Bilran, qui est assez extraordinaire également. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est comment on distingue ces camps du côté nazi à travers les personnes qu'on peut y trouver, les détenus, et la vocation conséquente. Est-ce qu'on peut faire des distinctions pour essayer de bien comprendre? Alors déjà, un petit point peut-être de vocabulaire ou de terminologie. Les camps de concentration existent administrativement en tant que tels, avec ce nom-là, Konzentrationslager. KL ou KZ, hein, l'abréviation. Par contre, les camps d'extermination n'existent pas. Alors, je ne suis pas négationniste quand je dis ça. Je dis juste que c'est une terminologie qui a été créée à Nuremberg pour des raisons de lecture, hein, de classification, de typologie. Mais déjà, ce ne sont pas des camps d'extermination dans la mesure où on ne campe pas. Quand on arrive dans un centre de mise à mort, on est tué en 1 heure, 1 heure et demie. Ce ne sont pas des camps de travail, ce ne sont pas des camps où on réside, on ne campe pas, hein, littéralement. Donc ça, Treblinka, Chelmno, Belzec, Sobibor, Birkenau ne sont pas des camps. D'ailleurs, les nazis appellent ça SS Sonderkommando, généralement, hein, commando spécial, ce qui ne veut rien dire, mais c'est encore une fois une volonté terminologique. Donc, ce qu'on appelle les camps, ce sont les camps de concentration, et en l'occurrence les Stammlager, les camps souches ou les camps sources, qui ont énormément, parfois des centaines de Außenkommando, c'est-à-dire des petits camps de travail qui sont affectés à une mine, à une forêt, à un ravin, à une rivière, etc. D'où la prolifération métastatique au fond, hein, de cette nébuleuse des camps. Mais en l'occurrence, il y a très peu de camps principaux. Camps de concentration principaux, Buchenwald en fait partie, et Dora en fera partie in fine, in extremis, au fond dans la liste. Mais c'est bien à distinguer de ce que l'historien Raoul Hilberg, très pertinemment, a appelé dès les années 80 les centres de mise à mort, parce que de fait, on y vient pour être tué. Ni pour travailler, ni pour camper, ni pour... En revanche, c'est l'extermination par le travail. Oui, ça c'est très important. Qui est symbolisé aussi par le film que nous venons de voir. C'est très important. Moi, j'ai travaillé sur le travail, justement, la conception nazie du travail dans Libre d'obéir. Et j'ai montré que les nazis s'inscrivent parfaitement dans et c'est le profil de Hans Kammler le montre très bien, dans une logique au fond qui est celle du capitalisme contemporain et qui est celui de la ressource. Là, on touche vraiment à ce que je voulais vous dire. Il explique vraiment en détail ce que je vous expliquais là. Et sur le travail, justement, la conception nazie du travail dans Libre d'obéir. Et j'ai montré que les nazis s'inscrivent parfaitement dans et c'est le profil de Hans Kammler le montre très bien, dans une logique au fond qui est celle du capitalisme contemporain et qui est celui de la ressource humaine, hein, comme on dit aujourd'hui avec cette expression atroce, que les nazis appellent ressources humaines ou Menschenmaterial, matériaux humains,
qui est considéré comme un fonds d'énergie dans lequel on va puiser jusqu'à l'épuisement. C'est-à-dire qu'on considère que la matière humaine, la biomasse, doit être épuisée jusqu'à la fin, avec d'ailleurs aucune nécessité de respecter les frais fixes habituels, typiquement l'hébergement ou la nourriture, puisque le turnover, comme on dit aujourd'hui, est tel, avec l'arrivée, le flux massif d'arrivée, qu'on peut laisser mourir en masse sans augmenter les frais fixes, et donc en augmentant la plus-value, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiqué dans les camps de concentration, à ceci près que on prend soin quand même parfois de certains types de travailleurs qui sont des travailleurs spécialisés et qui sont d'ailleurs tout à fait répertoriés dans un système informatique ou pré-informatique avec des cartes perforées mécaniques, technologie IBM, puisque IBM a beaucoup profité de sa collaboration avec les nazis, comme à peu près toutes les grandes compagnies américaines et allemandes, avec une technologie qui est la technologie Hollerith, qui sont des cartes perforées de système pré-informatique qui permettait de localiser, de spécifier très bien les spécialités des différents travailleurs qui étaient ensuite affectés à tout nouveau camp. Par exemple, quand on crée Mauthausen en 1938, on fait venir des charpentiers, des plombiers, des maçons de tel et tel endroit qui sont répertoriés dans les technologies IBM. 2 choses pour compléter, ce que disait Johan. Il n'y a pas d'étanchéité entre ces camps et ces systèmes. Voilà, donc cet élément, alors il est effrayant, mais c'est vraiment sur ça que je voulais finir avec vous, sur la porosité qu'on trouve entre le système concentrationnaire nazi et le système capitaliste sur les questions de production, de ressources humaines, comme il le dit. Je ne vais pas redire ce que dit Johan Chapoutot, qui dit parfaitement bien. Je vous invite vraiment, les copains, à lire ce bouquin « Libre d'obéir » qui est extraordinaire, qui n'est pas très long, qui se lit très bien. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Il parle donc du cas de Reinhard Heune, comme je vous le disais, mais aussi il y a des éléments d'analyse comme il vient de l'expliquer là. Il y a Uldine qui nous dit dans le chat, et c'est intéressant pour contrebalancer un petit peu tout ça, qui dit « Autant je suis d'accord que notre société est à la dérive, totalitaire, etc. Mais chercher à faire le parallèle à tout prix à chaque fois avec le nazisme, il décrit juste la dérive de l'ultracapitalisme aux mains de personnes corrompues, malhonnêtes et cruelles. Ces personnes existaient avant le nazisme et existeront après notre ère. » Le débat est ouvert. Je pense que l'idée n'est pas de dire c'est pareil, je l'ai précisé 2 fois. L'idée n'est pas de dire le capitalisme a les mêmes méthodes, donc le capitalisme c'est du nazisme, pas du tout. Mais de garder l'esprit agile et ouvert face à des réalités qui nous dérangent et qu'on ne préférerait ne pas voir. Et donc, quand on voit aujourd'hui des entreprises capitalistes déjà à l'époque qui ont vu dans l'essor du nazisme et dans l'émergence du nazisme la possibilité de faire du pognon et qui ont fait du pognon, et qui parlent d'IBM, et on pourrait parler de tant d'autres entreprises aux États-Unis, ça c'est un peu moins connu, mais en Allemagne évidemment. Et on voit juste que pour ces entreprises, aussi bien américaine qu'allemande. Pour les entreprises allemandes, je vous renvoie vers l'ordre du jour d'Éric Vuillard, qui avait été Goncourt, qui raconte ce jour où les patrons des grands industriels allemands se sont retrouvés main dans la main et ont serré la main au nazisme pour collaborer. Livre extraordinaire, pareil, très court, mais vraiment un bijou qui raconte tout ça et qui met en lumière la façon avec laquelle le capitalisme a trouvé dans le nazisme un moyen et non pas une fin. Et donc, le pont que je fais moi, mais beaucoup plus modestement et avec beaucoup moins de connaissances que Johan Chapoutot et bien d'autres, le pont que je fais moi, et c'est une théorie sur laquelle on en a déjà parlé d'ailleurs, quand le capitalisme ou l'ultracapitalisme, je vois dans le chat des gens qui discutent sur les termes, évidemment, je suis ouvert à toutes les réflexions, le capitalisme est une fin en soi, et sa propre fin, si vous voulez. L'accumulation illimitée de capital. Mais la question, c'est de voir les grands événements de l'histoire et les grandes idéologies, de les voir avec leurs yeux, c'est-à-dire de les voir comme des moyens et non pas comme des fins. Le capitalisme n'a pas vocation à être nazi ou à être woke ou à être, je ne sais pas ce que vous voulez. On est d'accord, je n'ai pas dit que les woke étaient des nazis, tout de suite. S'il y a un fact-checker dans le secteur, je prends des exemples qui n'ont rien à voir, qu'on soit bien d'accord. Simplement pour expliquer que le capitalisme trouve, ou le néo-capitalisme, comme vous voulez, trouve une énergie supplémentaire dans ses courants historiques, dans ses courants idéologiques, et c'est ce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Il n'y a pas de lien entre nazisme et wokisme, je le redis, si Rudi Reichstadt est par là, c'est-à-dire une fin pour générer plus d'argent. Donc on voit des entreprises comme Budweiser qui n'en ont rien à foutre, si vous voulez, du courant woke, et qui vont foutre une ou un égérie, je sais pas, woke pour vendre les bières. Ça ne fonctionne pas. Plus récemment, on a eu l'exemple, vous avez peut-être vu,
la marque de surf Rip Curl qui a dégagé une surfeuse handicapée qui était l'égérie, l'une des égéries de la marque Rip Curl, marque de vêtements de surf, pour foutre un transgenre, une personne transgenre. Et pareil, c'est un tollé sur les réseaux, et l'entreprise, pour l'instant, n'a pas fait marche arrière, mais attention quand même, quoi, ça pourrait arriver un peu. Donc on voit bien que capitalisme hier, ultra-capitalisme aujourd'hui, si vous voulez, le capitalisme est sa propre fin, et tout ça n'est qu'un moyen. Donc aujourd'hui, vous avez, si on se place, si vous voulez, sur les courants historiques et ou idéologiques dans lesquels le capitalisme s'est engagé aveuglément pour faire toujours plus de pognon, on peut là mettre sur la même table, on peut mettre le nazisme, on peut mettre le wokisme, on peut mettre le socialisme. C'est la discussion, et je le salue tout à fait sympathiquement, la discussion qu'on a eue avec le camarade la dernière fois, Geoffroy 90, si je dis pas de conneries. C'était passionnant, encore merci à toi, cher ami. La discussion qu'on a eue, c'est que le capitalisme s'est servi du socialisme, notamment en Amérique du Sud, du supposé socialisme, d'ailleurs, c'était pas le cas, mais pas exactement le cas, mais c'est servi pour accroître encore un peu plus la puissance du capitalisme, tu vois. Donc il faut être vraiment prudent avec tout ça. Et l'exemple que nous donne là Johan Chapoutot, je le trouve vraiment passionnant, et je voulais vous en parler. Voilà les copains, ce que je voulais vous dire. Voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, dites dans le chat ce que vous en pensez, évidemment les amis, évidemment les copains, ce que vous pensez de tout ça. Voilà, je le dis, il faut papoter. Je peux d'ores et déjà vous dire que demain, on fera un autre React avec une séquence que j'ai pas vue, donc je vais la découvrir avec vous. C'est un mec que j'adore, donc j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire. C'est Christophe Guilluy, qui était sur CNews le 1er février. Je voulais regarder ça avec vous. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc demain, on a du React. Ça dure 15-16 minutes, donc vous inquiétez pas. Je remercie les subs, au fait. J'ai pas du tout fait ça. Merci à Lola1644. Je remonte tout le monde. Merci à Twitch Marigold, merci à Ishigo Bankai 38, merci à Xeldor qui a fait un raid. Merci beaucoup, cher ami, ça fait plaisir. Bienvenue à toi et à tes copains. On a Lexiu, merci pour le sub également. On a, je remonte le fil pour oublier personne, c'est quand même la moindre des choses. On est bon. Voilà, merci beaucoup les amis pour les subs, ça fait plaisir. Des fidèles parmi les fidèles, en plus on se régale. Voilà les copains. 18h pétantes. 18h pétantes, on est quand même pas mal. On est quand même pas trop mal pour cette émission. Moi, je vais pas tarder, les amis. Je vais pas tarder. On a fait une belle émission, tu vois. On est déjà pas mal. On est déjà dans la déconne. Je vous l'ai dit, on va se retrouver demain. Demain, c'est 16h45 le Juste Bistrot. Vous avez déjà un petit bout du programme, donc ça mange pas de pain. La semaine va être sympa comme tout, parce qu'on se régale. Alors, je prends mon Dimax 357 parce qu'il a mis ça plusieurs fois dans le chat. Rémi, tu as vu le scandale des bénéficiaires de la PAC, Secours catholique, Mémorial de la Shoah, la Caisse des écoles du 9e, celle du 10e, celle du 11e arrondissement, Asso Urban Art, et les montants sont dingues. J'en ai entendu parler, il faut que je creuse la chose. Donc, si vous avez des éléments à me filer, n'hésitez pas, si vous voulez me filer un coup de pouce, vous m'envoyez par mail les sources que vous avez trouvées. Comme ça, je pourrais bricoler et vous en parler dans la semaine avec plaisir. On essaie de couvrir toutes les dingueries, mais vous vous doutez bien que c'est pas le plus fastoche. Voilà, je vous mets mon adresse mail dans le chat. Vous m'écrivez là si vous voulez m'envoyer des éléments là-dessus. J'essaierai d'en parler dans tous les cas. Voilà les copains, je crois qu'on est pas mal. On a fait le tour pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est Farce Tranquille mercredi. Et vendredi, c'est Ça discute avec Louis Fouché. Voilà, ça c'est chouette. Et ça va être déjà dispo sur la boîte noire. Vous le savez les copains. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. On s'est tout dit les amis. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Nombreux comme d'habitude, de plus en plus nombreux. On se retrouve demain 16h45, même heure, même endroit, avec la banane. On déconne, on ricane, c'est le plus important. Je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France et à demain.